Pour compléter le podcast, j'ai initié une nouvelle série du nom de Confidences. En parallèle de donner la parole à des hommes qui m'inspirent ou que j'accompagne, je prends le micro pour vous témoigner mon parcours d'homme qui a cheminé et qui continue de cheminer. Je vous partage des thématiques et des problématiques que j'ai pu rencontrer et comment je les ai traversées à partir de l'homme que je suis et également de ma posture d'accompagnant, de vous partager mes connaissances comme mon savoir. Bonne écoute. Pour ce second épisode de Confidence, j'avais envie de vous parler d'une thématique qui me semble importante de connaître, qui est la dépendance affective. On pourrait parler aussi d'immaturité affective. Je vais vous en parler de façon assez vaste. Si ça vous interpelle, je vous donnerai des conseils de lecture à la fin de cet épisode. Je vais l'aborder à travers certaines connaissances que j'ai, mais aussi à travers une histoire que j'ai vécue, afin de vous donner une grille de lecture de jeux relationnels qui peuvent se passer dans le couple, dans la famille, avec les amis. Et c'est quoi la dépendance affective ? La dépendance affective, c'est cet aspect de plaire à tout prix et d'avoir besoin de l'autre pour exister, d'avoir besoin de l'autre pour être heureux. Il y a un besoin extérieur d'amour, d'approbation, et on fait plaisir à l'autre pour être reconnu. Et dans cette position, il y a un oubli total de ses besoins. On n'écoute pas ses besoins, ses désirs. On est tourné totalement vers l'autre. Et afin de plaire, forcément, il y a une fuite du conflit, de la dispute. Il faut toujours être en accord avec l'autre parce que il y a une peur du rejet, de l'abandon. Et comme toute dépendance, là, il ne s'agit pas d'alcool, de sexe, de drogue. Il s'agit d'affection. Et quand on est accro à cette affection, on a mal à sortir de ces relations qui en deviennent destructrices, toxiques même, et on préfère rester dans ces relations plutôt que de se retrouver seul. Voilà, pour faire de façon très raccourcie. Et dans cette dépendance affective, il y a ce qu'on appelle le triangle infernal, triangle de Karpman, qui sont des jeux psychologiques qui viennent intervenir dans nos relations, avec les 3 fameuses positions de victime, de sauveur et de bourreau. Alors la victime, c'est qui ? C'est quoi ? La victime, c'est le Calimero. C'est la personne qui se plaint tout le temps, qui pleurniche, qui est passive, c'est toujours la faute de l'extérieur, la faute de l'autre, la faute de la société, la faute du monde. Et elle culpabilise l'autre d'être mal, elle inspire la pitié. Et elle tient ce rôle-là pour attirer la sympathie, pour attirer l'attention, pour exister. Dans cette position, il y a très peu de remise en question, il y a une estime assez basse de la honte, de certains comportements. Et elle fait généralement porter la responsabilité aux autres. Ensuite, on a le rôle du sauveur, ou aussi appelé sauveteur. Alors lui, c'est la personne généreuse, c'est l'altruiste. C'est le super-héros, c'est celui qui est dévoué et fait passer l'autre avant soi, voilà, qui défend les opprimés, les causes perdues, et voilà, qui a ce rôle soi-disant de bon personnage et qui résout les problèmes même quand l'autre n'a pas demandé. Il y a un côté très infantilisant chez le sauveur, vraiment de prendre en charge les besoins de l'autre, les soi-disant besoins. Pourquoi ? Pour être reconnu, pour nourrir son ego, et voilà, pour je le disais tout à l'heure, d'exister finalement. Et voilà, et pour fuir aussi ses propres problèmes et ses propres responsabilités. Ensuite, et enfin, on a la position du bourreau, ou appelé aussi persécuteur. Alors lui, c'est le méchant. Voilà, c'est le cruel sans cœur. Il est violent, physiquement ou psychologiquement. Il a toujours raison, il est très cassant, très méprisant. Et lui, son idée, c'est d'évacuer sa frustration, notamment, sur l'autre, et d'être dans un rapport de domination. Et parce que ça va le nourrir, un sentiment illusoire de puissance, de pouvoir écraser l'autre.
Et donc ces 3 rôles que je viens de décrire, dans nos relations, il va y avoir un jeu de chaises musicales. Et on va occuper tour à tour une de ces positions lorsque les relations ne sont pas saines. Et avec un dénominateur notamment commun, c'est de pas prendre ses responsabilités, quelles qu'elles soient. Et donc on va occuper un de ces rôles ou à plusieurs à la fois. Et ça peut se lire, comme je le disais, autant individuellement parlant, que ce soit dans le couple, famille amicale, mais ça peut se voir au niveau sociétal, au niveau du monde, au niveau des guerres, au niveau de l'écologie, au niveau du chômage, de la sécurité sociale, de tous ces aspects collectifs. On peut même voir ces relations à ce niveau-là. Pour agrémenter cette courte présentation de ce qu'est la dépendance affective et du triangle de Karpman, j'avais envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée, et c'était il y a bientôt 5 ans déjà. À ce moment-là, je me trouve en Bolivie, je travaille et je vis en Bolivie. Ce qui est assez contradictoire, c'est qu'à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, j'ai plus personne en tête ni dans le cœur, et ça me fait un bien fou. Et en parallèle, moi qui ai vécu 10 ans avec quelqu'un, il y a eu une espèce de, je sais pas comment dire, de déception de la relation longue, de la relation de couple, et aussi nourrie par l'image que nous donne de l'amour à la société. Il y a une sorte de besoin profond d'avoir une relation passionnelle. Et comme la vie est bien faite, généralement, elle vous envoie ce que vous avez envie. Et j'avais déjà eu quelques relations de cette sorte, mais là, elle va m'en envoyer une bien costaud, histoire que je comprenne bien, que je me prenne une bonne claque dans la gueule, et que ça me pousse à comprendre. Et boum, ce coup de foudre arrive. Il arrive, en ce moment, moi je suis en Bolivie, et je rencontre une de mes collègues de boulot qui habite, elle, au Pérou, lors d'un séminaire, et c'est instantané. Boum. C'est The One. C'est la femme qu'il me faut. C'est directement, je la vois, à peine je la connais, c'est la bonne. Et directement, j'idéalise et je suis complètement admiratif de ce qu'elle représente. En tout cas, ce que je crois qu'elle représente. Et je me souviens rentrer en France à ce moment-là, entre temps, et de parler que d'elle. Je suis sur un petit nuage. Vraiment, j'y crois dur comme fer. Et finalement, je vais tout faire pour qu'il se passe un peu plus. Donc on sort ensemble, on couche ensemble, et très rapidement il y a quelque chose d'assez fort. Alors bien sûr je vois que le beau d'elle, de tout ce qui se passe entre nous. Comme j'ai dit, j'idéalise, donc il y a un oubli total de ce qui pourrait ne pas aller, que ce soit dans la relation, chez elle, en tout cas dans les comportements. Mais il y a vraiment un petit truc en plus que je n'explique pas, et donc du coup je vais la pousser réellement à qu'on vive quelque chose, parce que elle n'y croit pas, du fait notamment de la distance en fait à ce moment-là. C'est un peu comme si elle habitait en Suède et moi à Paris. Et vu que j'ai un côté très manipulateur à ce moment-là. Je le sais pas, je m'en aperçois pas, mais j'arrive à trouver les bons mots pour l'inciter à qu'on vive quelque chose. Et là, j'ai vraiment une position de sauveur, parce que j'ai décidé qu'elle était une victime sans qu'elle le demande, c'est-à-dire que elle a cette position de femme célibataire, plus de 35 ans. Elle a rencontré soi-disant que des connards, ça a jamais marché. Et moi, j'ai cette espèce de fausse immunité d'être un sauveur pour être là pour la sauver. Et alors qu'elle a rien demandé. C'est une caractéristique du sauveur. Donc voilà, on a un beau sauveur et une belle victime qui a rien demandé. Et donc on part dans cette relation. La distance fait que c'est forcément compliqué. Mais je suis là, je suis très présent. On s'écrit quasiment tous les jours. Il y a cet aspect de moi du sauveur et du dépendant affectif qui se rend présent, qui est tout le temps là, qui dès qu'il y a un souci s'en inquiète, éventuellement donne des solutions. Bref, je vraiment et je le dis avec du recul, forcément, mais je cultive une dépendance chez l'autre, c'est-à-dire d'être présent sans arrêt, de m'inquiéter. Et
On arrive à se voir tous les mois, on va dire à peu près, mais c'est compliqué. Et surtout qu'à chaque fois qu'on se voit, il y a beaucoup de on est beaucoup tourné sur des plaisirs immédiats, c'est-à-dire de voyager, de faire la fête, la sexualité. Et il y a pas ce côté profond qui forcément commence à faire défaut à un moment. Et moi, je suis toujours dans une sorte d'idéalisation de cette relation. Et je vois pas que en face, si je m'aperçois bien qu'il y a qu'il y a un frein, moi je suis très engagé dans le truc, j'y crois à fond, et en face ça a du mal. Et plutôt de me dire que finalement la personne n'y croit pas, je reste buté. J'y vais à fond. Et au point qu'à un moment, je sens qu'en face c'est pas réciproque, et donc du coup c'est même moi qui invite à la rupture une première fois. Et là je me sens rejeté, abandonné, donc je vais royalement, comme un gamin, j'ai envie de dire, me jeter dans les bras d'une autre, pour 2 jours après me mettre à pleurnicher, passer vraiment en mode victime, et à dire oui, on a un truc formidable à vivre, je t'assure, et voilà, et je la mets sur un piédestal, c'est assez incroyable, vraiment dans un rapport d'infériorité, supériorité, que j'induis moi, et là, en fait, je joue les victimes et là, je la mets en position de sauveur. Ça a un effet d'engager réellement la relation. Et là où je pensais que boum, on allait passer à un autre stade, il se passe un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'assez rapidement, sachant qu'on est vraiment dans une position inconfortable, on est à 3 heures d'avion l'un de l'autre, c'est du mal à se voir, on est chacun en train de finir nos histoires dans nos pays respectifs, on va se retrouver en Europe dans quelques mois. Et voilà, en plus, je lui avais demandé qu'on échange régulièrement par voix, elle veut pas, et elle préférait échanger par message, et moi j'ai accepté. Voilà, bon côté dépendance affective, c'est je n'ose pas être en désaccord. Et là arrive le temps des premiers reproches. On commence à me reprocher de pas faire assez d'efforts dans notre relation. Faut dire qu'à ce moment-là, je fais pieds et mains pour trouver des solutions pour se voir. Donc je prends cette baffe dans la gueule, et ça va être le début d'une longue descente. Et donc je commence à avoir des reproches, et je comprends pas. Et forcément, j'ai soi-disant tout fait pour nourrir ses besoins, sans qu'elle le demande, sans que ce soit forcément ses besoins. Et là, je reçois pas d'amour, je reçois tout le contraire. Donc forcément, ça commence à me dire non. Et là, il y a un switch aussi, c'est-à-dire que boum, elle passe plus en mode bourreau, et c'est moi qui passe en mode victime. Je reste dans mon rôle de victime, et elle passe en mode bourreau, et commence à me culpabiliser, reprocher, juger. Et forcément, moi, ça me touche, et je commence à rentrer aussi dans une espèce de dramatisation complète de ce que je suis en train de vivre. Il y a que ça qui occupe ma vie. J'en parle à mes potes sans arrêt, c'est mon seul sujet de conversation. Je suis incapable de prendre des décisions, de dire des choses par moi-même. Je suis obligé de demander sans arrêt des conseils à des amis. Je suis pas du tout autonome dans ce côté-là, quoi. Je prends pas mes responsabilités. Et je continue à me faire casser, et je trouve ça pas juste, quoi. Et du coup, arrive un moment où, forcément, j'en ai marre d'être en position de victime, de me faire taper sur les doigts, alors que je tente d'être le bon gars, le gentil gars. Et voilà. Et puis en parallèle, j'ai pas d'accès à son intimité. Elle bloque complet, quoi. C'est-à-dire qu'elle me demande d'engager des choses sans elle s'engager. Je le verrai avec du recul là aussi. Et il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de masques, on est dans un déni complet, je fais un déni complet sur certains aspects, et ça me bouffe totalement d'énergie. Je me retrouve vraiment mais à plat, c'est compliqué. Et là, en fait, je décide de la quitter. Deuxième rupture. Je le fais de façon très gamine, par message, à distance. Oh, c'est nul. Et donc forcément, je me prends plein la gueule. C'est mérité, j'avoue, sur ce coup. Manque de classe, manque de courage.
Et forcément là, je commence à culpabiliser. Et je me souviens très bien qu'il y a une part de moi, il y a une part de moi il y a plusieurs parts de moi qui se fight. Il y en a une qui dit mais vas-y, c'est pas grave, c'est pas bon pour toi, barre-toi. Il y en a une autre qui est là en mode ah mais merde, faut pas que je passe quand même pour le mauvais gars. Et il y a une autre aussi qui est dépendant et qui est vraiment, et notamment de la sexualité qu'on a. Il faut savoir qu'on a vraiment un aspect comme si nos corps avaient été moulés l'un pour l'autre. Une espèce de fusion physique, et même quand on fait l'amour et qu'on se regarde dans les yeux, il y a un truc que j'explique pas. Et c'est d'ailleurs les seuls moments en fait où on arrive à se retrouver, c'est quand on est au lit, quand on fait l'amour, qu'il y a seulement nos deux corps qui sont là, présents, ensemble, et qu'il y a plus tous ces masques, tous ces névroses. Et il y a encore ce truc-là, du coup, qui vient m'appeler. Et donc c'est une espèce de bataille intérieure qui est très désagréable à vivre, et dans laquelle je suis totalement paumé. Un coup je vais à droite, un coup à gauche, et forcément dans mes discours, je suis complètement incohérent. Et elle le voit bien, donc elle me le fait bien signifier, elle note. Et je me prends, parce que, en fait, je me mens à moi-même, quoi. Je me mens vraiment à moi-même. Je ne prends pas du tout la responsabilité de ce que je ressens. Et du coup, j'essaye de rattraper le coup. Je file au Pérou. Et je me dis que là, il faut que la relation aille plus loin, et je me dis que peut-être la seule façon d'aller plus loin, c'est de me rendre vulnérable. Et même là encore, je le vois, et je l'ai vu avec du recul, c'est que même à ces moments où j'ai dévoilé des parts de moi que j'avais jamais forcément dévoilé à quelqu'un d'autre, je vois qu'il y a un aspect de moi qui se dévoile pas pour les bonnes raisons, qui se dévoile pour être le bon mec, qui se dévoile pour être aimé, reconnu. Et à un moment où je crois que finalement ça a servi et que ça va débloquer quelque chose, et que notre relation va enfin partir, et de nouveau, pam, des doutes s'insinuent, des doutes sont exprimés, et je suis de nouveau obligé de subir des reproches, et de devoir répondre de mes actes, de tout ce que je fais. Et dans cette relation, ça devient vraiment toxique, c'est-à-dire que tout en moi qui doit répondre à des demandes. Jamais elle. Dès que je lui pose une question, c'est limite elle me répond pas à une question, et c'est moi qui dois prendre la responsabilité de tout ce qui est en train de se passer. Et vraiment dans un jeu de manipulation, de jeu de pouvoir, qui commence à me déstabiliser totalement. Et je commence à avoir des attitudes où un coup j'ai envie de fuir, un coup j'ai envie de revenir. C'est très bizarre à vivre. Je commence à être un peu perdu, et arrive à un moment en fait où je me prends une tornade dans la face. Je me prends un moment d'humiliation qui est d'une violence. En gros, plein milieu d'un aéroport devant 500 000 personnes, je sais pas combien il y a. Elle me tape un espèce de scandale. Et voilà, elle prend le public à témoin en bon bourreau et victime que je suis. Je me fais littéralement défoncer la gueule devant tout le monde. Je ne sais pas où me mettre, je sais pas quoi faire, je suis totalement déstabilisé, et je repars totalement mais ravagé. Une pote me récupère, et je sais plus où je suis. Et ce qui va être fou, c'est que derrière, il y a tellement de dépendance et un truc tellement ancré que je vais y retourner. Parce que ce qui va se passer, c'est que il y a une espèce de jeu, comme si elle était sur son trône, et en fait, dès que je m'approche de cette intimité qui emmènerait un engagement dans la relation, et boum boum boum, je m'en prends plein la gueule. Et dès que je me retrouve trop loin, elle repasse peut-être, elle enlève ce rôle de sauveur, elle revient plus en mode de bourreau, pardon. Elle revient plus en mode sauveur, avec une certaine douceur, toujours avec de la manipulation,
Et en gros dire c'est pas ta faute, voilà, mais c'était pas comme ça, etc. Elle adoucit vachement le ton pour me récupérer, et donc du coup moi je reprends un peu de confiance, je me dis ah bah ouais mais c'est peut-être ma faute, en plus à chaque fois de nouveau je prends la responsabilité de tout ce qui se passe, c'est dire la peu d'estime. Et donc j'y retourne à chaque fois, et on fait ça 2-3 fois. Et à chaque fois avec des moments d'humiliation, de va-et-vient, et c'est vraiment, voilà, je parlais de relations toxiques dans des précédents épisodes, c'est vraiment ça, ce truc-là, et j'arrive pas à m'en sortir. Mais vraiment, hein, je suis complètement empêtré dans ce truc-là. Les gens me voient complètement anéanti, mais vraiment, un extérieur, j'ai eu des retours derrière. Et j'arrive pas à m'en sortir. Je suis totalement dépendant de cette relation, et j'arrive pas à m'en sortir. Et il y a un moment où il y a peut-être un truc qui se passe, c'est que, un moment, dans le fait d'avoir été vulnérable, et le fait d'avoir livré des faits à qui je n'avais jamais partagé d'autres, elle utilise ces faits-là pour me juger, pour me culpabiliser. Et là, boum, lors d'une dispute, d'une nouvelle humiliation, il y a une voix là qui s'élève en moi qui dit mais t'en as pas marre de te faire défoncer la gueule là? À ce point-là, tu t'aimes pas? Et là commence vraiment ce truc de ok, non, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible, je peux pas rester dans cette relation. Donc je m'enfuis de cette relation, je sors de ces jeux psychologiques, tant bien que mal. Il y a aucune classe dans la façon de m'en aller, il y a aucune prise de responsabilité ni demande en face de tiens, prends ta responsabilité aussi à toi. Je m'enfuis. Vraiment, c'est vraiment quelque chose c'est pour ma survie. C'est vraiment, ça peut paraître assez hallucinant, mais pour voir certaines relations comme ça maintenant d'un point de vue, c'est fou à quel point on peut être empêtré totalement dans une dépendance et dans une relation toxique. Et donc du coup je m'enfuis, je suis ravagé, de retour en France, là où on m'avait parlé de thérapie avant et que j'avais fui parce que en bon homme que je suis, bah non, j'ai pas besoin d'aide. Et là, boum, il y a un besoin tellement profond de comprendre ce qui s'est passé que oui, je vais faire une thérapie. Donc je vais voir une psychothérapeute pendant quelques séances. Directement, il y a cette thématique de l'estime de moi en fait. Comment je peux m'estimer quoi. Je pars en voyage, c'est aussi ma façon de faire une thérapie. Et je m'en souviens très bien, au fin fond du Vietnam, avec un gars avec qui j'ai fait connaissance durant mon voyage. J'ai dit, je crois que je lui ai dit, est-ce que tu crois réellement à l'amour? Et puis à un moment, il me parle de dépendance affective. Et ce mot vient me heurter, vient résonner en moi, mais un truc de fou. Je me dis, waouh, c'est quoi ce truc-là? Ça me parle, sans savoir ce que c'est. Je rentre à mon auberge de jeunesse, je commence à le lire, et je lis un peu tout ce que je vous ai dit, partagé à ce moment-là. Et boum, il y a une espèce d'éclair, une espèce de lumière qui apparaît, et de me dire waouh. Et donc là, je comprends que j'ai cette dépendance affective qui m'a amené dans cette relation, dans cette position. Je comprends ce qui s'est passé en face, je comprends ce qui s'est passé en moi, d'où ça vient. C'est à la fois grisant parce que je vois de voir waouh, je comprends mes comportements, pourquoi j'ai ces croyances là, etc. Mais aussi c'est confrontant parce que je vois aussi là où moi j'ai eu mes erreurs, mes défauts, mes manipulations, mes comportements malsains, et c'est pas agréable, forcément. Mais rapidement je vois que ok, en fait ça me permet surtout de faire la lumière sur c'est quoi ma responsabilité dans ce qui vient de se passer, dans cette histoire. Et donc je prends position sur cette responsabilité, et je commence aussi à pointer l'aspect le plus important dans ce qui m'est arrivé, c'est comment j'en peux arriver à ce mépris de moi, à ce désamour de moi. Et commence tout un chemin d'estime, de me connaître, de me reconnaître,
et de ce vide qui était en moi et que je venais combler, que ce soit à travers l'alcool, les fêtes, la pornographie, ou à travers cette relation ici, à travers cette affection. Je commence à le remplir, ce vide, et de voir qu'en fait finalement en moi c'est pas si vide que ça, qu'il y a des émotions, qu'il y a des besoins, qu'il y a des désirs, que je commence à m'écouter. La méditation, je le répète, commence à m'aider dans cet aspect-là d'aller voir à l'intérieur en fait. C'est quoi cette intériorité quoi. Après, comme je l'ai dit un peu dans l'épisode d'avant, c'est le fait d'avoir eu cette tornade que j'ai eu en face de moi, qu'elle ait ravagé mon paysage intérieur, je sais plus qu'à le reconstruire, ce paysage, de voir ce qu'il y a dedans, et de commencer à changer mes croyances, de me dire non, je suis digne de me porter de l'amour en fait, de prendre soin de moi d'abord, comme je peux prendre soin des autres, pas rentrer dans un égoïsme malsain, mais d'un égoïsme sain, c'est-à-dire ok, quels sont mes besoins, quels sont mes désirs, quelles sont mes émotions, de vraiment rentrer en relation avec moi-même, d'apprendre à me connaître, de qui je suis, et d'aimer être ma propre compagnie, voilà, et aussi apprendre à poser des limites, de me mettre en colère quand c'est nécessaire, de dire non, et je commence vraiment à dénouer tous ces choses-là, aussi de plus avoir peur de déplaire en fait. C'est aussi une des caractéristiques de la dépendance affective, et notamment avec les parents. C'est vraiment depuis beaucoup œuvré dans ce sens-là pour avoir des relations saines à mes parents, et de dire les choses sans avoir peur d'être rejeté en fait. Et voilà. Et aussi de me rendre vulnérable, et aussi de reconnaître mes ombres, mes comportements, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tout ce qui est là où j'ai fait des erreurs, là où j'ai mes casseroles, mes défauts, de les embrasser en fait, de les reconnaître, de me dire ok, ça fait partie de moi, ils viennent de là, ok, de comprendre tout mon passé, de tout ce que j'ai vécu, ça vient de toute façon la plupart du temps de mon enfance, comme j'ai dit dans l'épisode auparavant, de la séparation de mes parents, qui a fait que j'ai joué un rôle qui n'était pas le mien à un moment, et que je me suis imprégné de certaines choses qui m'ont rendu affectivement dépendant. Et depuis, voilà, je risque de déplaire, et c'est ok. Je me rends vulnérable, je livre mes émotions, je livre mes désirs, je livre cette histoire comme je l'ai vécu là où, et je prends ma responsabilité. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est très important, c'est de prendre la responsabilité. Ça veut pas dire prendre toute la responsabilité, mais qu'est-ce qui m'incombe, quel est dans ce qui s'est joué de la relation, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. C'est vraiment un aspect pour moi qui est très important dans les relations. Si on arrive à se responsabiliser, de se dire ok, là c'est pas ok parce que tu t'es servi de quelque chose, t'as outrepassé mes limites et j'ai le droit d'exprimer une émotion qui est en rapport et que c'est pas ok. Par contre, j'avoue, moi j'ai ma responsabilité parce que j'ai agi comme ça, j'ai fait comme ça. C'est vraiment se prendre la responsabilité de ses pensées, de ses émotions, de ses besoins, et de les partager. Et voilà. Et de s'autonomiser dans cet amour de soi, en fait. Et comment je peux m'aimer, être bien avec moi-même pour être bien avec l'autre. Et aimer l'autre. Et l'amour inconditionnel, ce sera peut-être la thématique d'un autre épisode, mais pour terminer, voilà, c'est vrai que j'ai intitulé le jour où je suis sorti de la dépendance affective en parlant de ce jour où j'ai découvert ce mot et que ça a résonné, mais faut savoir que c'est quelque chose laquelle je me sors progressivement. Je crois pas avoir une dépendance affective pathologique, mais en tout cas problématique. Et de différents degrés, il y a des gens qui sont vraiment malades de tout ce que j'ai pu décrire. Et j'apprends petit à petit de moi d'éclairer ces zones d'ombre, et c'est ok en fait. Et j'ai eu la grande chance, même si je l'ai provoqué cette chance,
de parler avec cette femme avec qui j'ai eu cette aventure l'année dernière. J'ai eu l'opportunité de discuter avec elle de notre relation, même d'aller rentrer dans des détails. Et on a pris chacun la responsabilité justement de ce qui nous incombait, de ce qu'on a vécu, on s'est excusé l'un et l'autre. Et ça a permis de pacifier cette relation sans qu'il se passe quoi que ce soit derrière, qu'on redevienne amis ou peu importe, mais juste dire ok. Et j'avoue, ça c'est beau, ça arrive pas tout le temps. Et si vous avez un jour l'opportunité de le faire, quand on va dire tout l'aspect émotionnel s'en est allé et qu'on peut arriver juste à discuter des faits, de qu'est-ce que ça m'a fait, d'avoir pris suffisamment de recul, c'est chouette de pouvoir pacifier des relations. Voilà. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à lire les bouquins de Christelle Petit-Colin qui s'appelle Victime, bourreau ou sauveur, comment sortir du piège, ou encore un peu plus poussé, un peu plus complet, vaincre la dépendance affective de Sylvie Tenenbaum. Peut-être que si ce podcast vous appelle, je vous invite à aller vous tourner de ce côté-là. Et si vous avez des questions, si cette histoire vous interpelle, n'hésitez pas à m'écrire, j'y répondrai avec plaisir. Et enfin, si vous pensez que cette histoire aussi fait écho à celle de quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Confidence. Ciao.